contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Allez, les sabots crottés. David Filippo, Ouest France. Quand elle a son poum short. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Le soleil. Malado. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Un podcast présenté par Tom Rossi, It West. T'aurais pu mettre Moby quand même, t'aurais pu mettre Moby. Salut Tom. C'est vrai, ouais. Ou Nicolas Palois, mais il n'a pas fait de chanson. Ravi d'être avec vous. Des gens qui connaissent la musique. Eh ouais, ravi d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Sans Contrôle. Salut David. Salut Tom. Alors comme ça, on préfère monter au filet en Vendée plutôt que se taper une rouste en Principauté ? Ah oui, c'est ça. J'étais au tennis, au sable. Allez. Ouais. Mais non, je ne jouais pas, c'est pas moi qui jouais. Ah bon ? Je suis allé voir des jeunes femmes jouer. Et c'était bien cette Open Amera. Kristina Mladenovic notamment, très sympathique. Ouais, très très bien ce petit tournoi. Il n'y a pas grand monde, mais Une belle salle. une très belle salle, C'est l'Arena. quoi, c'est la soucoupe À l'Arena, tu sais, la nouvelle grande salle des Sables d'Olonne. Ok, bon, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Salut Jean-Marcel. Salut. Jean-Marcel, de notre télé, on t'a entendu à Louis II. En même temps, il y avait personne en tribune, on pouvait Il y a t'entendre. 4900 personnes, ouais. Ah, par contre, ça m'inquiète, Tom, parce que j'étais assis à côté et on n'a pas Mais c'est à vraiment toi. parlé football. Hein. Ouais, c'est à toi qui a parlé. Et tu t'es plaint de l'absence de Tati, il me semble. C'est toujours difficile quand il y a quelques millions qui sont sur la touche. Et là, c'était même pas sur la touche, c'était en tribune. Tu les as vus, Leroux et Tati ? On les a vus, ouais, on les a vus. On les a Ils vus cherchaient avant une et après place. le match. Ils Non, cherchaient mais tu te leur rappelles, place ils dans le savaient pas stade. comment. En fait, parce Ils savaient pas qu'ils comment accéder à la tribune. ils ouais. longeaient la piste d'athlétisme, ils étaient comme ça, les mains dans les poches, et en fait, les remplaçants vont sur le banc, et puis tu les regardes tous les deux en train de dire comment on sort de là, quoi. L'enfer, ce stade. Bah, toi, tu l'as vécu aussi. Salut, Pab. Ouais, salut Tom. Difficile de bienvenue, trouver... hein. Bah, merci. Ah oui, ça fait Bienvenue bizarre. à la première. Difficile. Dans les entrailles de Louis II, tu t'as fini quoi Mais T'as c'est vu un match de basket au non, final mais c'est un collège, c'est un collège, le stade Louis II. Il y a du crépi sale, des couloirs interminables, et puis oui, dès qu'on ouvre une porte, on tombe sur des cerceaux, des tapis de judo. Et on aurait pu, mais on n'a pas pu. Il y avait le basket qui jouait en même temps. Et on se disait avec Jean-Marcel, si tu faisais la même chose à Nantes, l'EH et le FC Nantes, tu aurais un peu plus de monde, je pense. Ouais, bah, peut-être plus de monde pour le H que pour le FC Nantes. On peut quand même faire un petit hommage à j'allais Simon. Hein, Bah qui oui, est- vous avez remarqué, on revient de Principauté, il n'y a pas le petit prince. Simon Rongoat, il est parti en vacances. Oui, mais Il est à après, Marrakech. il est Ouais, tellement... sur les traces de Nourdine Boukari, vous vous souvenez, ou de Jawad bah Zahiri oui. au Maroc. Oula, Jawad Zahiri. Et vous, c'est quoi 2009. leur point commun, ces deux-là? Mais toi, t'as aucun lien avec Julio Hernan Rossi. Non, bah, je lui ai demandé son autographe quand j'étais gamin. Ah. Et j'ai piqué sa signature. Et donc, Point le commun point- entre Zahiri et Boukari, des Marocains passés par Nantes. Oh, bah, ça a été un bide à chaque fois. Bah, c'était l'année de la Nantes est descente. descendu. Ouais. Première descente. Oui, c'est Magnifique. ça. Ouais. Boukari, il avait marqué un beau premier but contre Lyon, premier match. Bon, après, on a eu d'autres Un coup franc. très bons Marocains, hein, Louza, Harit, Et Bamou. puis le défenseur central, Naïbet. Ouais, En formé, fait, il est formé au surtout- club. Il va avoir un peu de Juste- culture sur le FC Nantes. C'est Ouais, ça. juste Le par problème de Jean-Marcel. avec la quoi. caisse noire, ah, c'est ça. Je me suis fait quand même la réflexion que Simon, c'est bizarre qu'il parte à ce moment-là alors que c'est la cata. Et après, je me suis rendu compte que Rungoat, c'était quand même en anglais Rungoat et c'est quand même les chèvres qui courent. Donc je trouve ça normal qu'ils partent, quoi. 23-0! C'est la c'est- piquette, Jack! C'est Tu sais pas OSS. jouer, Jack! C'est OSS, mauvais. OSS 117. Ouais, 16-117, bien sûr. T'es mauvais, Jack. Bon, là, il n'y a pas de Jack chez les Canaries, pas de piquette à Monaco comme le 7-1 ou le 4-0 des années précédentes, mais un mauvais, très mauvais début de match. Une première demi-heure en enfer avec 5 minutes catastrophiques. À qui la faute, on va se demander, et pourquoi il ne s'est rien passé après la réduction de l'écart et le carton rouge à l'heure de jeu. On s'arrêtera évidemment sur les choix d'Ahmed Kantari, Silla et Awaziem à la plage d'Amiens et Koza avec Tati en tribune, Coquelin plutôt que Le Penant, Tabibou qui change tout le temps de poste, et Ablin enfin numéro 9 mais fantomatique à Louis II. Alors, question inévitable, Ahmed Kantari peut-il poursuivre sur le banc ? A priori, il sera à la Beaujoire dimanche. La vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain, mais a priori, il sera là. Un match très important pour les barrages. On en parle évidemment chaque semaine, match toujours crucial. Et pourtant, la situation est critique, mais avec 14 petits points, tristement historiques, les Canaries sont toujours en vie. Allez, Sans Contrôle, saison 7, épisode 22, c'est parti. Eh oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non? Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Allez, on parle de la défaite sur le Rocher et de cette montagne d'erreurs. À la boulette. Ça dépasse tout ce C'est que j'ai pu dîner de imaginer. cons, C'est ça. un dîner de con. Ouais. Ah oui, Dîner de cons. j'ai fait la boulette. Ah oui. On a repoussé les limites là.
Là, je crois qu'on a repoussé les limites des boulettes. Il y en a eu à l'appel vendredi à Louis II, pas de 7-1 ou de 4-0 comme les années précédentes, mais tout de même une 11e défaite en 12 matchs à Monaco et surtout une première demi-heure catastrophique. Pab, on était dans la droite lignée de ce qu'on a vu les années précédentes à Monaco, une soirée cauchemar. Bah oui, c'est du classique. Bah avec Jean-Marcel, on a l'habitude d'y aller, on a l'habitude de prendre une rouste. C'est un bon déplacement. Alors, franchement, tu fais, c'est le déplacement le plus long de la saison en nombre de kilomètres. Là, en plus, il pleuvait des trompes d'eau et tu vois, un match quand même qui est catastrophique et je pense qu'on va en reparler, qui pour moi marque quand même un tournant. Alors chaque semaine, on dit que c'est la cata et on est très pessimiste pour ces Canaries, mais je trouve qu'il y a... Non, pas après Lyon, du coup. C'était pas le match de Lyon. Non, mais je trouve que celui-là encore plus, il y a un côté résignation, on en parlait avant l'émission, il y a un côté, je trouve, claque supplémentaire de se dire que cette équipe simplement n'y arrive pas, quoi. Et dans ce marasme, il y en a quand même un, comme à chaque fois, chaque week-end, qui a repoussé l'échéance. C'est Anthony Lopez, impuissant face aux erreurs de ses coéquipiers. On l'écoute. On s'est sabordé tout seul, ouais, vous avez raison, on s'est sabordé complètement tout seul sur 35 minutes. On n'était pas dedans, clairement. Tout simplement, on a manqué, comme je le dis juste avant, d'agressivité, on a manqué d'impact physique, parce qu'on savait que cette équipe allait jouer mardi, qu'il y avait peut-être aussi ce match face à Paris à domicile dans leur tête. C'est quand même embêtant, pardon Tom, depuis l'arrivée de Cantari, on entend dans le discours du nouvel entraîneur nantais en permanence le terme d'agressivité, le terme de détermination, le combat, l'opération commando, ça c'était un petit peu à ses débuts. Et presque à tous les matchs, on entend des joueurs qui disent « Bah non, on n'est pas rentré dans le match comme il fallait, il n'y avait pas assez d'agressivité ». Il dit même autre chose, Quentin. Il dit il faut être dans l'action et pas dans la réaction. Ça fait deux fois. Et après chaque match, il nous dit on a encore été dans la réaction. Il dit il faut bien entamer le match et à chaque fois il faut en entame cata parce qu'il y a les 5 minutes où ils prennent 3 buts. C'est vraiment cataclysmique. Mais en fait, avant ça, ils étaient en apnée totale. Ils survivaient. Tu l'as dit, Lopez sort de 2 énormes arrêts avant l'ouverture du score. Mais en fait, tu passais plus le milieu de terrain, tu faisais pas une passe. L'entame de match est catastrophique. Jean-Marcel, comment on explique que les Canaries se fassent harakiri comme ça en une demi-heure ? Je pense que c'est dans leur gène depuis le mois de janvier. Puis si on regarde tous les matchs, il y a une forme de constance. Ça soit le PFC, c'était 2 buts en 10 minutes et un qui a été refusé, qu'il a laissé penser qu'il pouvait revenir éventuellement. Nice, c'était à peu près pareil. Et puis Lyon aussi, même si tu avais eu dans la première c'est une ouverture de score dans la première demi-heure et après sur la première occasion lorientaise. Et Lyon, effectivement, c'est aussi après un temps fort lorientais. Et alors là, par contre, effectivement, il y a à Monaco, on a senti très vite de toute façon qu'ils n'allaient pas s'en sortir puisqu'il y a 2 centres sauvés par Awaziem et puis je sais plus. Il y a Coquelin qui en sauve un, mais peut-être après. Juste sur la ligne et derrière, il y a 2 arrêts de Lopez qui ont quasiment annoncé ce qu'allait se passer. Et on sait qu'à Monaco, une fois qu'ils prennent un but, ils ont la capacité, en tous les cas, derrière, de plus exister, de s'effondrer. C'est comme s'il y avait une coupure générale et qu'il ne se passe plus rien derrière. 51 matchs 51e, où tu subis l'ouverture du score et tu ne n'es gagnes pas pas capable de renverser le résultat. Mais après, tu peux... là, ce qui a été incroyable, c'est surtout qu'il y a une équipe qui est complètement démobilisée. C'est-à-dire qu'après le premier but, il y a des vagues qui arrivent. Il peut y en avoir 4, 5. On a cru à un moment qu'on allait revivre le scénario de l'an passé où Nantes avait perdu 7-1, qui était sa plus grosse défaite. En tout cas, elle n'avait jamais autant pris de buts sur un match de Ligue 1. Mais tu l'as dit, c'est quand même récurrent. Enfin, même Lyon, quand tu perds 1-0, quand Lyon ouvre le score, dans la foulée, tu as Hendrick qui a une occasion gigantesque. Paris FC, les buts arrivent en 5 minutes. Nice, ça déferle aussi. Tu as une équipe qui n'arrive même pas à réagir. Quand elle prend un but, en fait, tu sens que c'est terminé. Et Ahmed Kantari l'a dit après le match, il dit c'est mental. Alors, moi, je me pose quand même la question et je lui ai posé la question. Je lui ai dit est-ce que c'est mental ou à un moment, il faut se poser la question du niveau ? Parce que quand ça se répète comme ça tout le temps, tu as quand même un vrai souci, je trouve, avec cette équipe. Ouais, tu lui as posé la question en conférence de presse. Quel était son sentiment à la fin du match ? Question classique, attention, réponse habituelle. Beaucoup de déception parce que on vole en éclats en 4 minutes. On n'a pas le droit de replonger mentalement comme on l'a fait. Ça peut arriver d'encaisser un but et il faut que les événements contraires ne nous fassent pas sombrer parce qu'après on se complique la tâche. Sur ces 30 premières minutes, aujourd'hui, on n'a pas mis ce qu'il fallait pour pouvoir exister sur ce match. La déception chez Cantari, c'est devenu tristement drôle. Tous les coachs, hein. Ouais. Non, mais tous les coachs, Castro, après David comprenait pas. Non. Mais Castro, il disait déception aussi en portugais, c'est juste que tu comprenais pas. Et en fait, c'est normal. Enfin, c'est ce qu'on dit. Les entames de match sont cata. Et donc,
quand t'es entraîneur, t'arrives avec un plan de jeu, tu travailles toute la semaine en disant on va faire ci, on va faire ça. Après, on peut discuter les choix, mais il arrive avec un plan de jeu et en fait, à chaque fois à Nantes, le plan de jeu, il s'effondre dans la demi-heure et il s'effondre. Enfin, dès le début du match, le but vient sanctionner, mais dès le début, ça va pas en fait. C'est un tweetos d'ailleurs sur cette déception quand on a bossé avec David, un tweetos qui a fait une petite vidéo, une petite compile des déceptions d'Ahmed Kantari. On va écouter un petit bout. Forcément beaucoup de déceptions. L'élimination qui est une grosse déception. Mais beaucoup de déceptions après cette défaite. Aujourd'hui, on est vraiment très déçus, on n'est pas content. Bon, c'est interminable, il y a énormément de déceptions. Je crois alors je sais pas si c'est le même tweetos, mais il avait fait pareil avec Antoine Comboré. Il s'appelle Thomas Jaunet-Vert, il est sur X. Il nous a concocté cela, on le salue, il doit être très déçu lui aussi. Je reviens sur ce qu'a dit Ahmed Kantari, que ses joueurs n'ont pas mis ce qu'il fallait dans ces 30 premières minutes. Mais c'est tout le temps pareil, David. Il se passe toujours la même chose. C'est un éternel recommencement depuis plusieurs semaines. Mais le souci, c'est, on en parlera tout à l'heure, mais c'est encore pire qu'en début de saison qu'avec Castro. Là, on est sur des on a peut-être affaire à la plus faible équipe du FC Nantes, peut-être de l'histoire du FC Nantes. En termes comptables, en tout cas, c'est le cas. Après, tu disais tout à l'heure, on parlait de niveau, mais merde, pardonnez-moi, mais il y a quand même, dans ce 11 de départ, il y a quand même des joueurs qui ont largement le niveau Ligue 1 sur le papier. Et quand je compare avec les effectifs, Le Havre, Auxerre, on est bien Angers, d'accord. Auxerre, ils sont. Si on les prend, alors vous allez peut-être me dire non, mais prends les joueurs. Et quel joueur joue au Havre ? Bah si. Ou quel joueur joue à Angers ? Bah si, il y en a quand même pas mal qui logiquement jouent. Dans beaucoup d'autres clubs de Ligue 1. Oui, mais la différence, c'est que qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces joueurs, quoi ? La différence, c'est qu'à Angers et au Havre, tu as une équipe. Oui. Tu as une équipe. Angers, et moi, je l'ai déjà dit, je trouve qu'il y a un problème à Nantes qui est que Nantes a un problème, je pense, d'identité à un moment. Alors, on a parlé de plein de fois ici des problèmes qu'il y a au club, mais en fait, tu as aussi un problème d'identité qui est qu'à Nantes, on pense encore qu'on est un grand club. Et qu'on va s'en sortir. Mais non, tu penses que t'es pas le Havre, tu penses que t'es pas Auxerre, tu penses que t'es pas Metz. Mais ça fait des années que tu joues le maintien, tu te doutes bien que t'es dans la catégorie de ces équipes. Oui, mais t'as toujours une sorte de, je sais pas, dans la manière de travailler, mais Jean-Marcel l'avait dit qu'il y a de toute façon il y a un problème dans la manière de travailler, dans la manière de voir la compétition en général à Jonelière. Je pense que t'as un côté que tu te penses au-dessus d'un Angers. Et Angers, sur le papier, les joueurs, c'est catin comparé à Nantes. Je pense qu'ils aimeraient bien avoir des Ablin, des Coquelin. Je pense même à Oisier, mais ils le prennent. Cabella, sauf qu'en fait, tu as une équipe, tu as un entraîneur qui est resté stable, qui a un plan de jeu, qui a trouvé sa formule. Et à Nantes, on est mi-février, fin février, et on a un coach qui a toujours pas trouvé la bonne formule. Et ça se voit en deuxième période, notamment t'es à 11 contre 10, t'as réduit l'écart, tu peux essayer de mettre le feu. Au final, domination stérile, possession de balle, 65% de possession de balle en seconde période, 8 tirs dont 1 cadré. Mais c'est pareil que contre Lyon. Les scénarios se répètent. Et alors ça va être pénible pour nous et ça doit être pénible pour les auditeurs qui nous écoutent, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? En fait, c'est le mélange du scénario de Nice. Le match de Monaco, c'est le mélange du scénario de Nice où t'es mené 3-1 à la mi-temps en étant mené 3-0 très vite, et le scénario de Lyon où tu domines la deuxième mi-temps en sachant que tu ne reviendras jamais. Il y a personne qui a cru à un moment que tu allais revenir au score. Jean-Marcel, le papier à la mi-temps, il est déjà écrit quasiment pour Ouest France. Ouais, c'était simple parce qu'on avait des horaires de bouclage très tendus et c'est vrai que là-dessus, ils nous ont facilité la tâche. Plus sérieusement, en fait, ce qui a été inquiétant à Monaco, c'est que ça fait 1 mois et demi 2 mois qu'Ahmed Kantari est arrivé, qui parle de l'état d'esprit, et là, en fait, ils ont été défaillants sur l'état d'esprit. En fait, ils ont été défaillants sur les valeurs, qui sont à peu près les seules choses qu'ils mettent en avant, parce qu'on peut pas parler, on peut pas dire qu'on a vu en termes de jeu, peut-être à part une mi-temps à Marseille et puis par séquence contre Lyon. Beaucoup de jeux en tous les cas depuis son arrivée. Donc, il restait les valeurs, et là, en fait. Dans ces valeurs-là, ils ont renoncé, ils ont abdiqué et ils se sont effondrés. Ils n'ont même pas été à la hauteur, en tous les cas, des mots que rabâche leur coach. Il y a eu un stage, on se demande ce qu'il a fait, le stage de cohésion en Espagne, qui a vraiment servi à rien. Bah oui, non, mais je veux dire, si on reprend les 2 derniers mois-là, tout ça pour en arriver là à 6 défaites en 7 matchs avec une défense aux abois qui a jamais pris autant l'eau aussi facilement et de manière aussi large. Là, pour le coup, tous les clignotants sont rouges. Il n'y a plus grand-chose à
à espérer, je trouve, quand on sort de ce match-là de Monaco. Surtout que tu avais Lorient et Lyon. Et juste pour dire, alors en plus, circonstance encore aggravante, c'est-à-dire qu'on est sorti là, pour le coup, il avait ses 29 joueurs. On a un effectif de 29 joueurs aujourd'hui. Il n'y avait aucun blessé, à part Gilbert qui est en cours de reprise. Aucun blessé. Tous les joueurs sont arrivés du mercato. Il avait son effectif à disposition. Il peut faire des choix. C'était un mercato dont on nous a dit qu'il était estampillé Ligue 1 avec pas mal de joueurs d'expérience qui maîtrisaient la Ligue 1 et le rythme à la fois du match, le tempo, mais aussi l'environnement. Et au final, on se retrouve avec une équipe fébrile et avec des erreurs individuelles. Et avant de parler de ces erreurs individuelles, est-ce qu'il n'y a pas un léger motif d'espoir de voir une réduction de l'écart de Santonze, d'ailleurs Santonze meilleur joueur de janvier, deuxième meilleur buteur du club sous Cantari, c'est le meilleur buteur. Il faut le mettre en plus, le but presque demi-volée, magnifique. Il faut aussi défendre quand t'es piston. Il y a 3-1 et au final il y a 3-1 alors que ça aurait pu finir en 6-0. Est-ce qu'on peut pas y voir un motif d'espoir? C'est la question que je vais vous poser. En tout cas, c'est la question que vous avez posée aussi à Cantari. Faut pas oublier, l'année dernière on est venu ici, on en a pris 7. Donc on peut se désunir et tout lâcher. Ça n'a pas été le cas ce soir. Malgré tout, les joueurs sont restés solidaires et ils ont augmenté le curseur après ces 30 minutes très compliquées. Pour moi, c'est plutôt réfléchir et trouver des solutions pour ces entames de match. Nantes est donc réduit à éviter d'en prendre 7 comme une petite. Mais ça, c'est maladroit en termes de com. Il y a un problème, mais je lui dis, c'est ma question suivante. Je lui dis, mais en fait, c'est biaisé parce que c'est pareil contre Lyon, c'est pareil contre Nice. Contre Nice, ils sortaient les stats, on a centré tant de fois, on a tiré 30 fois. Mais tu as un adversaire qui mène 3-1. Qui t'a mis 3 buts en 5 minutes, évidemment, qui gère. En plus, ils ont joué à partir de la 65e, ils sont à 10. Et ils ont, malgré tout, un paquet de situations. Ils ont avec des champions ce soir contre le PSG. Ils ont eu un paquet quand même de contre-attaques à 5 contre 2. Enfin, c'est trop facile. En fait, t'as un adversaire au bout d'un moment qui est en gestion. Heureusement que Nantes a un peu plus le ballon à ce moment-là. Mais si ta référence, c'est effectivement de te dire que l'an dernier, t'en as pris 7 et que t'en as pris 3, bah ok, mais... On dirait Saint-Brieuc ou Châlons en Coupe de France. C'est un peu ça, ouais, franchement. Non, mais en termes de com, je trouve que c'est très maladroit. Je trouve que son discours passe de moins en moins bien, en tout cas après les matchs. Je parle pas auprès des joueurs, mais auprès de nous, les journalistes. Je le trouve lénifiant de plus en plus. C'est toujours la même chose. Tu comprends ce qu'il dit. Je comprends ce que t'aimes bien me dire ça. Le pauvre Castro. T'aimes bien revenir à Luis Castro. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Dans le contenu, progression, non, stagnation, mais non, il y a rien, il se passe rien en deuxième période. On sait très bien qu'ils reviendront jamais. De toute façon, cette équipe, elle est incapable. Elle prend un but, 2 buts, 3 buts. Ouais, mais à la fin, franchement, vous avez pas envie d'éteindre votre télé. Alors vous étiez au stade, donc vous aviez pas fuir, hein, vous aviez des papiers à faire. Mais franchement, t'as envie d'une chose, c'est d'éteindre ta télé, quoi. Et pour une fois, j'ai pas le choix. À un moment, c'est pas possible. Non, mais en plus, c'est vrai que. Et je trouve qu'il y avait le côté à Lorient et contre Lyon, il y avait une sorte d'optimisme malgré tout, de dire ah mais si on a un peu rivalisé dans le contenu, il y a des choses intéressantes. Mais là, à Monaco, c'est pour ça que je dis que pour moi ça marque un côté quand même ce match résignation, même si dans le foot tout peut arriver, et peut-être qu'il y aura un rebond. Mais aujourd'hui, ce match de Monaco, tu ressors quoi? Tu ressens quoi? En fait, tous les paris de Cantari, on va revenir après sur les joueurs, mais tous les paris de Cantari sont perdus. Tous qui sont perdus. Jean-Marcel l'a dit, il a 29 joueurs, il a plus de blessés, il peut disposer d'un Leroux, d'un Coquelin, d'un Le Penant qui ont été blessés sur la première partie de saison. C'est raté. Et il met Ablin en 9, c'est raté. Enfin, tout est transition tout parfaite. Ce qui tente en plus, c'est raté. On y va sur Cantari? Tom Roussy, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Jean-Marcel, tu l'as dit, Cantari, il avait tout son groupe à disposition, ou presque, à part une des dernières recrues. C'était d'ailleurs l'objet de notre sondage. Quels sont les plus mauvais choix d'Ahmed Cantari? C'est le sondage sur X, David. Ouais, alors attends, il faut toujours me laisser un petit temps de. Regardez, on va faire un montage. Voilà. Non, tu fais pas de montage du tout. Tu fais pas de montage parce que moi j'aime voir sa petite panique quand tu dis c'est l'objet de notre sondage. Et allez, 1400 votes. Quelle est la plus grosse erreur de Cantari sur la défaite 3-1 du FC Nantes à Monaco? La titularisation de Sylla, 25%. Coquelin remplace Le Penant, 7%. Ablin en 9, 2%. Et Tati Leroux en tribune, 66%. Quelques commentaires sur X que j'ai pu regarder. Francky a choisi Tati Leroux en tribune car on fait jouer à leur place des joueurs prêtés qui viennent d'arriver, qui seront indifférents au sort du club et des salariés en cas de descente. Francky qui?
Bah, c'est pas le Francky qu'on connaît. De plus, rien ne justifie leur titularisation. Et puis pour Laure Rousset, Tati doit débuter avec Ouazem et Youssouf. S'il a en manque de repères, c'est banquette. Coquelin face à un Zakaria dans un milieu à deux, faudra m'expliquer. Pas sûr que sa VMA soit au top. La somme d'erreurs impacte le résultat. Vous êtes aussi nombreux sur X à revenir sur les changements incessants de composition d'équipe depuis l'arrivée de Cantari, et un peu plus sarcastique à écrire que son erreur principale, c'est d'être sur le banc. C'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens. Ouais. On le dit en dernier. C'est quoi la pire erreur? Au final, c'est peut-être le doublé. C'est la défense centrale avec Tati en... En fait, ce qui est... C'est compliqué parce que si tu regardes sur le papier, alors effectivement, il y a la question Leroux-Tati en tribune qui, moi, me pose problème parce que tu avais Tati qui a... Ok, pour le faire souffler un ou deux matchs, si t'estimes qu'il fait des erreurs, tout ça, mais il passe de titulaire indiscutable à quasiment... courtisé par Chelsea, on annonce 30 millions et en fait là il est en tribune depuis la fin du mercato, ça n'a pas de sens. Leroux, il était blessé, on disait c'est dommage Leroux, il se ressent un peu de sa cuisse, là il est en tribune. Je trouve qu'ils auraient de la place au moins sur le banc, mais ça pose la question de l'utilisation des jeunes. Après, tu as la charnière centrale, on peut dire ce qu'on veut de Amir Koza, on les a suffisamment critiqués, mais c'était le choix de Cantari, il nous a dit aujourd'hui ils sont titulaires, ils sont au-dessus. Le match suivant, tu relances à Ouaziem et tu titularises Sylla. On peut se poser la question, on s'est posé la question avec Jean-Marcel, pourquoi Sylla plutôt qu'un Tati par exemple, notamment par rapport à son état de forme. Et ça c'est rien que pour la défense, je veux pas monopoliser la parole, mais ça c'est rien que pour la défense. Justement Jean-Marcel, quelle est la justification? Pourquoi Sylla déjà? Et pourquoi Tati out? Déjà, pourquoi on a été le recruter? La première question, elle vient de là, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de défenseurs centraux, ce qui fait que quasiment Tillel Tati passait en troisième position. Si on le prend axe gauche, on lui a posé la question, Ahmed Cantari lui le voit plutôt en centrale, c'est-à-dire que son concurrent, ça serait Ali Youssouf. C'est le poste qu'il avait eu lors de la victoire à Marseille en jouant en patron de la défense dans cette défense à 3. Abakar Sylla, il suffisait de se renseigner un peu sur les collègues strasbourgeois. Nous avait dit que c'était le plus gros transfert de Strasbourg. C'est aussi un peu leur gros flop. 20 millions d'euros. C'est un joueur qui n'a pas confirmé à Strasbourg, qui a eu toutes les peines du monde à s'imposer, qui avait qu'une minute de jeu cette saison en Ligue 1. Rosenor ne voulait plus parce qu'il le trouvait beaucoup trop faible et fébrile à la relance. Et surtout, c'était un joueur qui avait des absences terribles dans un match, comme disaient les collègues, avec des sauts de concentration qui ont coûté des buts à Strasbourg. Et bien à Nantes, il a mis 20 minutes à montrer tout ce qu'il savait faire de mal à Strasbourg. Alors que c'est un joueur qui devait normalement apporter de la fraîcheur, comme tous les joueurs qui arrivent de l'extérieur. Et en fait, on se retrouve qu'ils sont gagnés par une forme de fébrilité, et en tous les cas par le contexte nantais, comme si eux-mêmes étaient complètement inhibés de jouer dans cette équipe-là, qui joue la trouille au ventre et la peur au ventre, et qui n'a pas gagné depuis quasiment 7 mois, ou très peu gagné depuis 7 mois. Après, on a le sentiment qu'on est dans une gestion de vestiaire un peu politique, comme faisait Antoine Camboiré, je trouve, puisqu'on nous a expliqué que c'est souvent un choix sportif. Honnêtement, je vois pas comment Abakar Sylla, qui est arrivé 4 jours avant sur le match à Lyon, lorsqu'il a fait sa première rentrée, passer devant Tillel Tati en l'espace de 4 jours sur ce qu'il pouvait montrer à l'entraînement. Donc effectivement, ce sont des choix qui sont surprenants dès le départ. Alors après, la seule cohérence que j'y voyais, ou en tous les cas dans les intentions, c'était de mettre de l'impact et de récupérer un peu de taille face à Monaco, en mettant Ouaziem et Sylla, qui dans l'impact, dans les duels, apportaient un peu plus que face à Balogun, notamment face à des joueurs assez athlétiques. Mais bon, ça reste des paris à chaque fois, et celui-ci a été perdu dans les grandes largeurs. Mais après, on peut effectivement discuter des choix. Ce que je trouve terrible pour Cantari, c'est que si tu regardes sur le papier, tu peux te dire l'équipe tient la route. Finalement, comme dit Jean, on l'a dit, il a tout le monde. Il a récupéré ses pistons avec Santonz et Machado qui avaient donné satisfaction à Marseille. Et en fait, je trouve que ce match de Marseille, quelque part, on va redire la faiblesse de ce Marseille à ce moment-là et qui était à 9. Mais est-ce qu'à un moment, ça n'a pas induit en erreur Cantari? Parce qu'on s'est dit... Après ce match-là, tiens, le 3-4-3, c'est le système idoine. C'est le seul truc qu'il n'a pas changé d'ailleurs depuis. Il a changé de système. Il n'a pas fait jouer à 4 derrière. Il n'a pas joué tout le temps à 5. Pour évoluer, pour réagir. En Coupe de France. En Coupe de France. Mais en Coupe de France, par exemple, tu vois, il met un 4-2-3-1 avec Cabella en 10. C'est un peu mon propos. C'est que tu te dis, Cabella au moins est intéressant. La Cabella sur un côté, pour moi, elle sert à rien. Jean-Marcel l'a dit, les recrues, en fait, ça fait un mois qu'elles sont là, elles sont cramées. T'as l'impression que les mecs ils sont là depuis 5 ans. T'as l'impression que c'est Chirivella Castelletto.
les mecs, ils n'en peuvent Une plus. chape de plomb qui arrive ils n'en peuvent à la plus du zone club, ça pose quand même question. Donc tu as la question du système, mais tu peux te dire qu'au coup d'envoi, l'équipe, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Tu vois, tu prends Coquelin en 6, bah évidemment, si Coquelin il est à son pic de forme, c'est très bien. Tu vois une différence quand tu as Coquelin et pas Coquelin. Ablin en 9, tu peux te dire, bah moi je l'ai dit ici au micro, c'est un attaquant, autant le mettre à son meilleur poste, numéro 9. Sur le papier, ce que tu m'as dit, c'était sans doute le 11 type que tu peux aligner. En même temps, dans l'état de forme, tu peux aussi te poser des questions. Il y a des choix quand même qui sont assez surprenants, la gestion des joueurs. Johan Le Penant qui était en grosse difficulté en décembre, qui a mis du temps à revenir. On s'est tous se féliciter de son match contre Lyon où il a vraiment bien joué, où il y avait quelque chose en plus avec Kaba, enfin une forme de complicité qui se crée au milieu. Et au final, il n'est pas titu le match suivant à Monaco, donc c'est vrai que c'est surprenant, mais ne serait-ce que lui dans une forme de continuité pour créer quelque chose. Ça faisait beaucoup de changements. Je crois qu'il y a eu 5 changements entre le match de Lyon et celui de Monaco. Je suis pas sûr que le FC Nantes, dans la situation où il est, peut se permettre ça, si ce n'est qu'il a un effectif aujourd'hui à gérer, qui est quand même un effectif pléthorique. Bah oui, puis t'as aussi. Et puis ça crée quand t'as un effectif comme ça, je sais que ça crée des tensions dans le vestiaire. Hein. Les jeunes, très clairement, Tati Leroux se demande pourquoi il se retrouve en tribune quasiment tous les week-ends, notamment Tati. Leroux était titulaire, il me semble, à Lorient. Non, il était titulaire à Lorient, dans un poste de piston. Depuis, on l'a plus vu. Les jeunes se posent des questions. C'est pas simple de gérer un effectif de quasiment 30 joueurs. Bah surtout quand personne se dégage. Cantari, on en parlera tout à l'heure, est-ce qu'il a, je vais pas déjà spoiler, aller sur le sujet qu'on va traiter tout à l'heure, mais est-ce qu'il a les capacités, c'est un jeune entraîneur, de gérer dans une situation d'urgence un effectif aussi important? Mais David, la difficulté pour lui en plus, et moi je peux comprendre la frustration d'un Leroux, d'un Tati, parce que quand tu regardes le match à Monaco, tu te dis bah pourquoi, Tati encore plus va se dire j'aurais pas fait pire que Sylla. Et en fait, même ses satisfactions d'un jour sont pas celles du lendemain. Il y a une semaine après le match contre Lyon, on dit Youssouf, franchement, il dégage de la sérénité, c'est plutôt une bonne surprise. Bah là, à Monaco, il se déchire. On est sur les joueurs là. Ouais. Bah oui, c'est bon. Ouais. Bah on est passé. On est passé. T'as pas suivi le conducteur, David, ça fait déjà 10 minutes, je pense. On appelle une virgule en radio, on a mis un petit jingle et on est passé à autre chose. Et en même temps, Youssouf, on l'envoie à Monaco avec une charnière centrale recomposée. C'est-à-dire qu'il a fait ses 2 premiers matchs en termes de repères avec Nicolas Cozza et Kelvin Amian. Bah oui. Mais regarde, Coquelin, c'était une bonne satisfaction. Il est passé quand même à côté. Mais insignifiant. Oui, mais alors après se pose la question de savoir est-ce que c'est le joueur qui est passé complètement à côté ou est-ce qu'encore une fois, tu as un déséquilibre dans ton équipe qui fait qu'au milieu de terrain, tu pèses pas. Parce que tu récupères aucun ballon, mais on en revient à la force collective d'une équipe. C'est t'as une équipe qui prend l'eau, qui fait des erreurs individuelles, qui te coûtent des buts et qui est incapable, au-delà de ses erreurs, de tenir le ballon. C'est ce qu'on a vu à Monaco pendant 90 minutes. Cette équipe ne tient pas le ballon. Vous avez tenté d'avoir une explication en posant des questions à Cantari, à Louis II. Allez, un début d'explication sur ses choix. J'ai un groupe fourni, je suis là pour proposer des choses aux joueurs, pouvoir changer des choses, pour booster, pour dynamiter, et c'est ce que je vais continuer à faire. Parce que je suis persuadé qu'il y a de la qualité dans ce groupe-là, je suis persuadé que les joueurs ont envie de s'en sortir, et la tendance va s'inverser. On est sûr qu'il y a de la qualité dans ce groupe-là, finalement? Si, il y en a. Il y en a, on l'a dit tout à l'heure, il y a de la qualité, c'est évident. Sur le papier, je me répète, cet effectif est meilleur sur le papier que Angers, qu'Auxerre peut-être, que Metz, que le Havre. C'est sûr. En plus, il y a des joueurs pour le coup. J'ai l'impression qu'il a mis à Monaco une équipe en remettant Coquelin, en mettant Sylla qui a de l'expérience un peu de la Ligue 1 avec Strasbourg, en mettant Awaziem. J'ai l'impression qu'il a voulu mettre une équipe estampillé Ligue 1, des joueurs qui ont l'habitude, ça doit le rassurer, j'imagine, de mettre des joueurs comme ça, et puis non, ça ne marche pas, quoi. Rien ne marche, de toute façon. Et ils sont où les cadres? La Coquelin, il était sur le terrain. Il s'est rien passé. Il y a Lopez. Quand tu prends la marée comme ça, t'attends que les cadres, à un moment donné, calment tout le monde, et là, il se passe rien. On me le dit semaine après semaine. Oui, mais tous tes joueurs qui sont censés t'amener, regarde, même Lopez, il fait 2 énormes arrêts, mais sur l'ouverture de score, je trouve qu'il... c'est dur, il veut essayer de la... Non, enfin, je pense que quand t'es gardien, la frappe, elle est pas cadrée, elle est pas forte. Enfin, nous, on était, à Louis II, on est vraiment très près de la pelouse. Moi, j'ai trouvé qu'il était... je pense pas que ce soit dans les consignes de la remettre dans cette zone-là vers l'attaquant. Mais bon, l'erreur de Sylla déjà au départ te tue. Mais regarde, Ablin, c'est censé être ton leader d'attaque, un cadre, il a été 0. Enfin, pardon de le dire, mais il a une frappe dans le match, 47e de 25 mètres. Mais est-ce qu'il est mis dans les conditions? Le milieu de terrain a pris l'eau face à Zakaria.
Oui. Coquelin, on l'a Et pas. c'est ce qu'on a dit, ce qui avait marché à Marseille avec Ablin, c'est qu'il avait du mouvement autour de lui. Moi, c'est ce que j'avais salué, qu'il y avait Machado qui dédoublait. Et je disais, au moins, c'est intéressant parce qu'il y a du mouvement autour de lui. Il n'est pas obligé de partir de la ligne médiane. Là, il était dans l'axe, il s'est fait bouffer par la charnière et il n'a pas existé du tout. Il n'a pas existé du tout, mais parce que l'équipe, on en revient là, n'a pas existé collectivement. Tu peux, comme dit David, sur le papier, aligner des bons joueurs, hein, sauf que tu n'as pas une équipe là. Et le système, est-ce qu'on reste à 3 ou à 5 en fonction de la physionomie du match, Jean-Marcel ? Je sais pas, ils ont déjà pas beaucoup de certitudes, donc s'ils doivent changer, effectivement. Après, ça dépend ce qu'ils souhaitent faire. Il a construit quelque chose au début. Ce qui avait marché à Marseille, c'était notamment l'occupation des couloirs, qui fonctionne plutôt bien à Nantes dans les phases offensives. Enfin, on sent que cette équipe-là, lorsqu'il y a Fabien Santonz et Deve Machado, ça change quand même son visage offensif. Après, effectivement, au milieu, en fonction du positionnement de ces deux joueurs-là, ça demande aussi de la complémentarité avec les milieux qui sont à la récupération pour venir fermer les espaces et les joueurs entre les lignes. Et c'est peut-être là où il y a un peu trop de liberté, je pense, où le bloc n'est pas assez consistant. Et en même temps, c'est dans ce système-là où tu arrives à te créer un peu plus d'occasions, ou tu arrives à dédoubler. Donc, l'autre système, c'est celui qui avait été inauguré contre Nice en Coupe de France, le 4-2-3-1, avec Cabella dans l'axe en soutien de l'attaquant. Qui servirait peut-être enfin à quelque chose. Là, on l'a pas vu, hein. Cabella, encore une fois. Non, on le voit pas parce que le bloc est trop bas, et de toute façon, c'est un joueur qui est utile lorsque Nantes joue lorsque Nantes a le ballon, il jouera dans les 30 ou 40 derniers mètres. Donc, dans le cœur du jeu, parce que là, il était sur un côté, mais en fait, Cabella, il a fait une entrée où il marque son penalty à Marseille. Derrière, il y a ce match de Coupe de France où il est en 10, vraiment chef d'orchestre du jeu nantais. Et depuis, moi, je trouve que il est exilé un peu sur un côté. Et il apporte, il a de l'expérience. Tu vois qu'il a de la technique, mais il apporte rien. Et en plus, il se fait manger parce que je crois que c'est contre le Paris FC, par exemple. Tu voyais qu'il était ciblé et il avait le ballon, il le recevait dos au jeu avec deux mecs qui étaient dessus. Il servait à rien du tout. Moi, je l'ai trouvé bon dans le clip pour la vidéo. Ça arrive. Ah, tu l'as ? C'est pas le moment d'abandonner. Comptez sur moi pour apporter mon expérience. On est Nantes et c'est le moment de le démontrer. Ils l'ont bien démontré. Hein. Ça fait sourire Jonathan. Alors c'est des trémolos qu'il a dans la voix, il est enrhumé ou il croit pas à ce qu'il dit. Je pense qu'il est ému des Non mais nous on a déjà été choqués en avant-match, on est tombé sur ce clip, on se dit mais comment c'est possible dans la situation du FC Nantes de laisser passer ça déjà avant match. Alors le réécouter après match, c'est effectivement ça prend. Je trouve que c'est pas et je trouve que ça dit plein de choses aussi de fonctionnement de ce club où il y a aucun pilote dans l'avion, où on peut tout faire en fait. Non mais je pense quand même que le mieux au niveau com du club, c'est cette infographie pour annoncer les matchs avec la descente de ski. C'est la dégringolade totale. Ils enfourchent la première porte quoi. Bon là on va se poser la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut poursuivre avec Ahmed Kantari ? On enregistre ce podcast, on est mardi, il est toujours prévu d'être sur le banc. Ils ont repris l'entraînement hier après-midi. À moins qu'il se passe quelque chose dans les heures à venir, mais je ne crois pas. Maintenant, en même temps, Pierre Aristou, il avait été viré un mercredi matin. Non, mais c'était reprise d'entraînement aussi. Non, c'est un mardi matin. Hein Louis Castro, il a attendu la conf. Il a été viré mercredi. Attention, on va peut-être attendre mercredi. Mais non, a priori, Ahmed Kantari sera sur le banc dimanche. Pour le match face au Havre. Là on a une direction qui est aussi un peu déboussolée, c'est-à-dire qu'ils avaient c'est le choix de Franck Kita, c'était son choix, il a tout mis en œuvre pour garder le pouvoir et puis pour arriver jusqu'à Ahmed Kantari, donc forcément il prend une grosse claque dans ce qui lui arrive là, et lui il a plutôt intérêt à ce que qu'il y ait une victoire au Havre et qu'il arrive à trouver une solution avec ce qui se passe là, même si on peut en douter, et c'est vrai que c'est le scénario du pire pour cette direction là. Moi, je pense quand même, s'il y a des fêtes au Havre, contre le Havre, je pense ils abattront une dernière carte, à mon sens. Voilà. Comboré 3. Il faudra tenter. Non, mais je pense que la direction sera obligée de tenter quelque chose. Vous ne pourrez pas continuer. Donc maintenant, ça y est, il a battu le record de Raymond Domenech. Ouais, ça y est. C'était 0,5 en 7 matchs. 0,5 points. 0,5 points. Il est à 0,42. Là, il est à 0,42. Ça veut dire que là, il descendrait à 0 s'il y avait des fêtes. Bon, évidemment qu'il faut tenter quelque chose. De toute façon, il a pris 3 points en 7 matchs, 6 défaites sur 7. 5 défaites de suite. 5 défaites de suite. Et alors,
Ce qui est étonnant avec lui, David le disait tout à l'heure, il est dans le combat, dans la solidité. Il était censé arriver pour solidifier cette équipe. Depuis, le FC Nantes prend 2,28 buts par match. C'est pire que Castro. Castro, c'était, je l'ai noté, 1,6. Donc le combat, ça suffit pas toujours. Ne voulez pas me casser les bonbons avec la tactique, les schémas, ça et tout. Ah là là, un autre acquis. On va peut-être entendre sa voix. Oui, comme Barré 3, pour venir arracher quelques têtes. Non, en tout cas, c'est une erreur. Non, mais pour l'instant, autant moi, je demandais à ce qu'on lui laisse un peu de temps, mais c'est une erreur de casting. Voilà, on va pas se mentir. Le bilan, il est catastrophique. Je pense qu'on aura l'occasion de faire des bilans un peu dans les semaines à venir, surtout si le FC Nantes est largué et relégué en Ligue 2 assez vite. Mais le tournant de la saison, il est lorsque Stéphane Ziani peut devenir coordinateur sportif ou directeur sportif avec Castro. C'est-à-dire que là, ça sauve la tête de Castro. On repartait sur quelque chose peut-être de plus cohérent en ayant de la stabilité sur le banc. Une forme de continuité. Bon, finalement, ça s'est mal passé. Franquita n'a pas souhaité très clairement que Stéphane Ziani occupe ce poste. Il voulait garder le pouvoir. Voilà. Et je pense que ça, c'est peut-être le tournant de la saison. Et puis, ce qui est terrible pour Cantari, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est que tout ce qu'il teste, ça ne marche pas. Enfin, il change d'équipe à chaque match, ça fonctionne pas. Il relance des mecs, ça marche pas. Les recrues, ça marche pas. Enfin. Et moi, je répète, la satisfaction d'un jour, c'est la déception du lendemain. Alors, pour X raisons, on peut les expliquer, mais en fait, il peut s'appuyer sur quoi aujourd'hui ? Il peut s'appuyer sur quoi ? Et encore, il est apprécié du vestiaire. Il y a des joueurs comme Lopez qui ont plutôt appuyé pour sa venue. Ils n'ont pas décidé, ces joueurs. Je lis des choses parfois. Ils n'ont pas décidé à la place de la direction. Ce ne sont pas les joueurs qu'on dit on veut absolument Cantari. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'ils ont été consultés sur le fait que Cantari, pourquoi pas, était une option. Oui, parce que déjà l'été dernier, certains cadres, on va les citer, les Lopez, les Coquelin, les Amiens, plaidaient, je dirais pas plaidaient, mais en tout cas étaient plutôt pourquoi pas favorable. Voilà, je cherchais le terme, favorable, pourquoi pas à Cantari. Donc l'hiver dernier, oui, lorsqu'ils ont été consultés, ils ont dit si vraiment Ahmed est prêt à venir, on y va quoi. Tout son groupe est avec lui, on a une équipe soudée, on a des histoires d'équipes bientôt reléguées ou en grande difficulté qui partent complètement en vrille. Là, c'est pas le cas. C'était pas le cas avant Monaco. Non, je pense pas. Lui, en tout cas, il appelle à la solidarité jusqu'au bout. Lui, c'est son message. Non, mais on n'a pas senti une équipe qui était désunie. Non, à Monaco. Là, pareil, par contre, c'est une saison qui peut effectivement partir en vrille. C'est ce qu'on redoutait au regard du nombre de joueurs prêtés. Au regard du scénario de la saison, c'est le risque et de l'importance de l'effectif en nombre. C'est aussi le risque qui peut guetter le club là sur les 11 matchs restants. Moi, ce qu'on avait avec Manga par exemple. Là, le Havre, très clairement, c'est un tournant. Au-delà même du FC Nantes, c'est un tournant pour Cantari. Ah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a une nouvelle défaite, je vois pas comment la direction, qui est consommatrice d'entraîneurs depuis 19 ans, ne pourrait pas virer Cantari après une nouvelle défaite. On serait un bilan dramatique en termes comptables. Oui, je pense qu'on s'avance pas en disant que s'il y a une défaite, ça sera terminé pour Cantari. Et on dit toujours que dans une saison, les mois de février, février-mars, c'est quand même des matchs qui sont vraiment capitaux. Et là, janvier-février, c'est dramatique. Et il faut pas oublier que dans la liste, t'affrontes pas que des cadors. Je veux bien que Monaco, de toute façon aujourd'hui tout le monde est au-dessus de toi à part Metz. Donc mais t'as quand même affronté Nice qui était au fond du seau. T'as affronté le PFC. On voit que le PFC c'est quand même pas terrible. On a affronté une équipe de Lyon qui était cramée physiquement et à 10. Monaco, c'est pas non plus, ils font pas leur saison de leur vie. T'avais des points à prendre. Alors les seuls que t'as pris, c'est vraiment Marseille qui a réussi à s'aborder tout seul. Et ils peuvent s'en vouloir, je pense. C'est clair. Pour eux, c'est des points perdus pour la Ligue des Champions. Allez, avant peut-être Cantari et après Castro, un deuxième fusible en tout cas a déjà sauté. Toubitry. Ça c'est toute ma jeunesse en tout cas. J'ai grandi dans les années 90. C'est partir un jour. Pas regretter. C'est toi ce choix là ou c'est la directrice musicale? Par contre, ferme ta chemise, David. Alors. Bon, on espère que Baptiste Drouet est bien parti avec ses bagages et son réseau. Fin de mission pour le responsable du recrutement depuis l'été 2023.
Comment ça s'est passé la fin de Drouet au FC Nantes, David? Est-ce qu'on a des petites infos Il a été viré de vive voix par le président Kita mercredi matin. Voilà, le président Kita a pris la décision de s'en débarrasser. Alors c'était dans les tuyaux depuis avec Jean-Marcel, on l'avait déjà entendu, je crois, au moment à Noël. Décembre. Ouais, quasiment un petit peu après Noël. On nous avait dit, de toute façon, Baptiste Drouet, et ça venait de plusieurs sources, il va faire le mercato avec Franck Kita et Cantari, et puis il dégagera après. Voilà, après une dizaine de jours après la fin du mercato, c'est ce qui s'est passé. Hong, Kwon, Lado, Camara et compagnie, c'est donc lui que la direction a désigné responsable de ce mercato estival raté. Jean-Marcel c'est sûr qu'il est raté. Parce qu'ils sont quasiment tous repartis. Tom. Ah, merci. Mais il n'est pas le seul. Non, mais il n'est pas le seul responsable. Je suis pas sûr que le mercato hivernal soit réussi non plus. Et alors que c'est un contre-pied du mercato estival. Après, il a pas eu les moyens. Le bon exemple, c'est Kouassi qui va à Lorient, le joueur d'Ajaccio. En fait, Ajaccio l'avait fait signer pour l'avoir sous. Tout le monde espérait, en tous les cas, ce joueur-là serait libre au regard des difficultés financières d'Ajaccio. Et finalement, il avait signé pour être acheté. C'était 1,2 million d'euros. C'était quand même pas une somme incroyable pour un latéral, surtout à ces postes-là où on manque de joueurs. Le sens n'a pas été en capacité de la mettre. Il a jamais voulu investir cet été. Et au final, cette absence d'investissement lui a coûté très cher. Alors, Baptiste Drouet n'a sans doute pas trouvé les bons joueurs. Il n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Mais le recrutement, il était collectif là-dessus. Il n'aurait jamais dû, pour moi, avoir, en tant que cas, le pouvoir qu'il a eu, sachant qu'il a toujours été sur un siège éjectable. C'était plutôt un homme de Franck Kita et pas celui de Valdemar Kita. Et Valdemar Kita, il commençait à être un peu excédé par ce qui s'est passé cet été. Et donc, il a porté, en tous les cas, aux yeux du président, l'ensemble de la responsabilité. Or, le président oublie quand même que son fils en a une aussi assez importante dans ce qui se passe. T'as pas un seul responsable. Oui, c'est sûr que c'est une chaîne de responsabilité dans un mercato. Il y a aussi des coachs qui valident des joueurs. Hein. Castro l'été dernier, Ahmed Kantari cet hiver. Il y a aussi la direction qui fait les chèques, qui les signe et qui a parfois un œil sur les joueurs, sur le sportif. Donc voilà, c'est une chaîne de responsabilité. Après, forcément, quand t'es dans la cellule de recrutement et que tu recrutes la liste que t'as donnée, quelles que soient les raisons, les moyens, quoi que ce soit, évidemment, t'es responsable. Drouet, c'était aussi Douglas Augusto, une des dernières bonnes recrues au club. Je suis pas sûr que ce soit lui. Ça a été, c'est un de ses proches qui lui en parle et ensuite il travaille le dossier. Petites infos. Comme Ablin aussi, peut-être. Je sais que certes, Ablin, c'est plutôt lui qui insiste pour le faire. Ouais, alors il y a des infos contradictoires. Je vois ce que tu dis, mais oui, il y a des infos contradictoires là-dessus. Il a quand même quelques joueurs pour lui. De toute façon, dans ce genre de situation, faut pas dire que tout est noir ou blanc. C'est toujours forcément des zones grises. Jean-Marcel parlait de Kouassi. C'est plus facile à dire après que c'est une réussite. Il aurait fallu le faire. Castro, c'était aussi Drouet. Mais par exemple, Drouet, je pense, disait que Pierre Sage, fallait surtout pas qu'il vienne à Nantes. Bon, voilà. Non, mais je pense que des échecs et des réussites, quand tu as une liste de mercato, c'est très facile de dire après super, il s'est planté, super, on est passé à côté de ça. On en parle plein de fois, des joueurs qui viennent, c'est un échec et puis qui réussissent ailleurs. C'est le foot aussi après. Hein. En tout cas, sur le papier, on se réjouissait enfin d'avoir quelqu'un qui bosse les datas, un spécialiste et puis des influences d'agents style Moji Bayat. Ce sera quoi la suite alors? On revient en arrière? Ça dépend si on descend en Ligue 2 ou pas. Est-ce qu'on fait confiance aux agents? J'ai cru comprendre à vérifier, mais que Moji commençait à nouveau à rôder autour de Valdemar Kita. Je pense que Valdemar Kita n'a pas coupé les ponts avec Moji Bayat, d'ailleurs, là, cet agent belge. Hein, donc à suivre dans les semaines à venir. J'ai pas dit qu'il était qu'il était toujours avec le père Kita, mais on commence à me reparler de Moji Bayat. Les sourires, là on est oui. Mais en fait, c'est vrai. Faut pas oublier qu'avec ce club, tout est toujours possible. Tu l'as dit en rigolant qu'on boirait 3, ok. Pierre Aristo. Déjà qui me disaient Pierre Aristo il va revenir, oui, Gourvenec, allons-y. Et puis il est en poste. Sergio Conceição, allez, non mais tout est possible. Vous êtes toujours mort pour rire, hein. C'est clair, Bab. Non, mais il y a une chose qui est quand même là ils ont viré donc Baptiste Drouet, mais le FC Nantes là est en Ligue 1, mais la Ligue 2 il faut préparer 2 scénarios. Ligue 1,
si par miracle tu te maintiens, Ligue 2 si tu descends. Il fait quoi Luc Dayan en ce moment, David ? C'est maintenant en fait que tu dois préparer la Ligue 2. Mais qui la prépare là ? Il y a plus Baptiste Drouet. Qui ? Alors il a toujours, je crois que le jeune homme qui travaille avec lui, je sais plus, je crois qu'il est à Lille, doit continuer à regarder des vidéos, mais il doit se sentir peut-être un petit peu seul si Baptiste Drouet n'est plus là. Mais qui prépare la Ligue 2 s'il y a Ligue 2 ? Enfin, c'est quand même vachement inquiétant. Il n'y a pas de cellule, il n'y a rien, il n'y a plus personne. Avant Drouet, c'était pareil. Oui, on a vu ce que ça donnait chaque saison. T'as eu Antoine Camboré, Franck Kita avec Philippe Mao avant. On est dans une impréparation totale. Mais David, c'est pas une découverte. On a parlé plein de fois de la situation du club où t'as pas de directeur sportif, t'as pas de personne, hormis Franck Kita qui est aux manettes et qui a tout, tu n'as pas de personne qui gère le quotidien, qui gère le mercato. Tu l'as dit, rien que même avec Baptiste Drouet, t'as une chaîne de personnes qui interviennent avec des intérêts divergents ou des fonctions différentes. En fait, t'as pas de fil conducteur dans ce club. Tu parlais de Dayan tout à l'heure, Dayan en première descente, qui reprend le club quelques semaines et qui met Gravelaine, avec je me souviens Gousset devant, Nicolas de Freitas, Gousset. avec des joueurs estampillés Ligue 2, mais Ligue 2+, quoi, qui avaient l'habitude. Cela dit, là, t'as des joueurs estampillés Ligue 2 pour l'instant dans ton effectif actuel. Silla, Ligue 2, Kaba, Ligue 2. Sauf que dans leur tête, eux, ils sont pas, ils estiment qu'ils doivent pas être Ligue 2, donc il y en a beaucoup qui vont chercher à partir. J'ai souvenir à l'époque, donc Gousset, de Freitas, les bons recrutements Ligue 2 de Dayan, c'est super, on va remonter. Et après, Kita arrive à la fin, et là, c'est Marek Heinz. Oui, je me souviens très bien. C'était son premier recrutement. Bonne culture du FC Nantes, beaucoup plus que Simon, je trouve. Après, Simon, c'est un animateur. Oui, voilà. Et d'ailleurs, ça change, je trouve, d'avoir enfin quelqu'un un peu qui donne son avis, qui donne des infos. C'est vrai que je suis un insider comme vous, moi. Bon, en tout cas, Baptiste Drouet, il va pas avoir le luxe de voir ses recrues se maintenir ou pas. Bon, on se la remet un petit peu quand même. C'est pas le moment d'abandonner. Comptez sur moi pour apporter mon expérience. On est Nantes et c'est le moment de le démontrer. Bon, on l'a bien démontré, on est avant-dernier. Le FC Nantes est avant-dernier, vit la pire saison de son histoire. 14 points après 22 matchs. Aucune équipe ne s'est maintenue dans ces conditions depuis l'instauration de la victoire à 3 points en 94. L'espoir est mince, mais l'espoir fait vivre Anthony Lopez. C'est les stats, ils sont faits pour être inversés. Moi, je suis pas très fan des stats, mais c'est comme ça. On va pas se voiler la face, on le sait, même entre nous, que voilà, ça va être compliqué d'aller chercher cette équipe. Les équipes qui peuvent se maintenir directement en Ligue 1, nous, on se doit d'aller chercher cette place de barragiste par n'importe quel moyen, mais on se doit d'aller la chercher. Anthony Lopez, il pouvait pas penser à un autre gardien qui est passé par Nantes, Alonso, qui a vécu une descente horrible. Si on sort la calculette, ça fait 4 victoires. 4 victoires, on s'en sort. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'on a quelque chose à faire là. Donc, je pense qu'on va gagner au moins 4 matchs en 3 mois. Il l'avait pas fait à l'époque, mais je de m'en toute souviens façon, comme si c'était hier, ça. Non, c'est ce que je pensais en écoutant Lopez. Je sais que la suite du discours qu'on va avoir, c'est tant que mathématiquement c'est pas fait. C'est préparé, ça. Mais il faut pas oublier que tu as une chance, tu l'as dit, Tom, tu as 14 points, c'est cataclysmique. C'est vraiment cataclysmique. Et tu as la chance de même pas être dernier, d'avoir Metz qui fait pire. Et d'avoir Auxerre, alors ça commence à faire beaucoup vu le nombre de points que t'as, mais t'as Auxerre qui a 3 points avec une différence de but favorable. Petit point classement, donc t'as Auxerre 3 points, différence de but. C'est comme si t'avais 4 points de retard sur Auxerre, le premier barragiste. Bon, après au-dessus, c'est quasiment fini. 8 points de retard sur le premier non relégable PFC, 9 sur Nice, et maintenant 12 sur Le Havre, qui est désormais inaccessible. Le Havre, mais objectif barrage, qui en croit encore au maintien, même au sein du club, personne ne croit au maintien direct. Ah non. Non, les gens ils sont il l'a dit, focalisés Lopez, sur les barrages. Maintenant, il n'y a plus que ça. Même les joueurs l'ont confié. Lopez l'a reconnu, qu'il l'a même dit entre nous, effectivement, entre eux, ils pensaient plus au maintien direct. C'était d'aller sauver la place de barragiste. Ce qui est quand même un match à 3. Là, on va se retrouver pour un peu qui décroche il y en a un qui prend le large des 3. C'est la cata sur les deux autres. Enfin, ça va être il y a un côté. T'as déjà pris du retard. En prise poids psychologique. Je suis pas sûr que le FC Nantes soit préparé à ça. Et je rappelle que début avril, tu as déplacement à Metz, déplacement à Auxerre à suivre. Et après, j'ai plus le. Après, c'est cata, tu fais Rennes, Marseille, Lens. Sauf faut pas être trop loin. Faut aller. Faudrait que tu aies de l'avance même avant de finir la saison. Mais malgré tous les signaux horribles, malgré tout, et c'est miraculeux, ils sont en course. Toujours encore en vie. C'est toujours en vie. Mais tu as ce côté à Nantes. Alors moins je trouve, surtout depuis Monaco, mais t'as quand même ce côté à Nantes de dire on s'en est toujours sorti, un miracle, un truc. Là, t'invoques les dieux du foot, t'invoques le karma, t'invoques un rebond
incroyable de dire que peut-être tu vas gagner un match. Mais comment on gagne un match là, très clairement, comment ils vont gagner un match? Mais je trouve quand même que par rapport aux années précédentes, alors là la situation est plus dramatique, on vient de le dire, au niveau comptable, mais je trouve qu'il y a une forme, on l'a dit l'autre jour, de fatalisme, de résignation. Et puis cette année, de constat. Le public aussi, et d'ailleurs à juste titre, le public a lâché, les supporters ont lâché. Les années précédentes, le public et les supporters étaient toujours là, ça poussait. Là, j'attends de voir, je serai pas là. Je pense pas que ça soit la prestation à Monaco. Voilà, j'attends de voir l'ambiance contre le Havre, j'attends de voir l'affluence. On a une équipe qui joue son maintien en Ligue 1. Je suis pas sûr qu'il y ait 30 000 personnes. Ça m'étonnerait. Ça serait miraculeux. Et si, oui. Et s'il y a 25 000, je pense que le stade sera très silencieux. Les gens ont aussi totalement lâché pour moi. Mais parce que tu as aussi des attitudes. Parce que dans le. Alors déjà, tu as l'histoire d'une saison qui s'écrit où tu vois que ça ne fait que descendre et tu n'as jamais cette étincelle, ce rebond. Comme tu viens de le dire, Tom, comment gagner un match ? Aujourd'hui, je sais pas. Et on a quasiment déjà le scénario du match au Havre. J'espère qu'ils me feront mentir, mais ils vont essayer vaguement d'avoir le ballon parce qu'ils sont à domicile face au Havre. Ils vont essayer de pousser, ils vont prendre un but et rideau. Et l'ambiance sera catastrophique et ils vont avoir les chocottes et il se passera plus rien. Ils en prendront peut-être même un deuxième. Bon, j'espère que mardi prochain, je me suis planté, mais c'est le scénario aujourd'hui le plus prévisible. Et tu as une équipe qui ne dégage pas grand-chose aujourd'hui. Quand Harry il est parti sur l'engagement, sur on se bat, sur... Alors ok, c'est complètement différent de ce qui avait été proposé en début de saison, de ce qu'on avait vendu avec le projet Castro. Mais à la rigueur, si tu as une équipe qui se bat... moi, je prends toujours l'exemple de l'équipe de la remontée. En 2013, tu avais des joueurs qui, sur le papier, n'étaient pas très bons, mais qui se battaient avec ses moyens. Et tu peux accepter de jouer le maintien. Tu peux partir, tu dis, voilà, on part avec cette équipe sur le maintien. Mais tu compenses par de la solidarité, par l'envie d'aller vers l'avant. Là, aujourd'hui... Après le match de Monaco, tu n'as plus rien de tout ça. Et même je vais aller plus loin, même tes satisfactions. Tu prends par exemple un 111, tu l'as dit tout à l'heure, qui met 3 buts en 5 matchs. Mais lui, il était à la cave sur la première partie de saison. Le club veut s'en séparer depuis, 3 ou 4 mercato. C'est quoi la continuité aujourd'hui ? Le mec qui aujourd'hui t'apporte le plus et le meilleur était à la cave, on voulait s'en débarrasser. Il n'y a pas de continuité même dans la saison. T'as changé quoi, 7-8 joueurs, t'as des mecs qui arrivent qui savent pas ce qu'ils foutent là, qui sont déjà cramés. Enfin, le FC Nantes c'est tous ces signaux-là qui font peur. C'est le FC Nantes qui a changé le plus de joueurs mercato d'hiver. Hein. J'ai vu les chiffres là. Plus que le PFC encore. Ouais. Plus que 7 joueurs, hein, c'est évidemment le. Jean-Marcel, le scénario il est inéluctable pour toi dimanche face au Havre a priori. Non, il est pas inéluctable parce que de toute façon il y a un barrage à jouer. C'est ça le miracle. En fait, il peut si le FC Nantes reste à cette place à la 16e place. Ils peuvent tout jouer sur un match de barrage, donc la saison elle est pas terminée. Elle se termine pas dimanche. Et puis il y aura peut-être aussi du mouvement sur le banc, donc en cas de nouvelle désillusion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un effectif théoriquement pour se maintenir. Ça va être compliqué, ça sera très compliqué vu les 11 matchs qui leur restent et la dynamique 12 dans laquelle se trouve aujourd'hui cette formation. Mais on peut pas aujourd'hui la condamner. Enfin, on peut pas la condamner. Dans la course. Il faudra combien de points à peu près ? Là, on a 14 points en 22 matchs. Est-ce qu'il en faut 14 aussi ? Non, mais ça joue à 3, il l'a dit Jean-Marcel. Ça joue à 3, ça va jouer entre ces équipes-là. Le calendrier fait qu'il y a les matchs, les confrontations directes à Auxerre et à Metz en avril qui seront très importantes. Donc, ça peut le 16e peut être à 22 points. Oui. Mais il faut que tu montres que tu arrives à enclencher un semblant dynamique et autre que ce que tu as pu voir de positif à Lorient ou face à Lyon qui sont des défaites. Il faut que tu arrives à être solide, à prendre des points, à pas prendre de buts. On le disait, ils prennent plus de 2 buts par match, à être solide et à être solidaire. Parce qu'au-delà de la victoire à Marseille, moi ce que j'avais apprécié, c'est que tu avais une équipe qui était solidaire, qui jouait ensemble, il y avait du mouvement, il y avait des choses. Et c'est ça qu'on ne voit plus depuis un moment. C'est pour ça que je faisais de la fiction en disant dimanche, le scénario ça va être ça. C'est que tu as une équipe qui n'est plus aujourd'hui capable de jouer. David, toi tu vois quoi dimanche ? Je te demande juste à toi parce que tu nous as annoncé qu'ils allaient prendre 3 buts à Louis II. Oui, c'est vrai que je vous ai dit la semaine dernière qu'il y aurait... Après c'est pas non plus... On va voir si c'est un coup de chance. Moi je vois une défaite. Donc voilà. Bon, super. Je serai 2-0. Pas là pour gérer l'après-match, ça va être 2-0 je vois un 2-0, 2-1 plutôt. 2-1 pour le Havre. Parce qu'il marque quand même. Ouais.
Les gars, je vous demande quand même. Mais Le Havre a quand même ce week-end ils sont quasiment gagné à 10. Ouais, à 10 et t'as une équipe là qui monte de la solidarité, puisque quand tu te retrouves à 10 après 2 minutes, tu peux t'effondrer. Nantes se serait sûrement effondré. Eux, ils gagnent. Ils gagnent de manière solide. Et j'ai regardé Auxerre à Metz, c'est solide aussi. Alors Metz-Cata, pour le coup, c'est une bonne chose pour Nantes. Tu peux peut-être jouer à la 17e place, mais Auxerre, ça joue. Et face au Havre, il n'y aura pas Ablin. Il est suspendu. Ni Amiens. Comment ? Ni Amiens. Amiens, il y a un doute apparemment. Il y a un doute. Oui. Donc, mais en tout cas, il n'y a pas Ablin. Mais il te manque Amiens s'il n'est pas là. El Arabi de retour. A priori, peut-être. Au moins, il faut un 9 de toute façon. Je ne sais pas comment il va jouer. Alors là, vraiment, aucune idée. Bon, allez. En même temps, si c'est peut-être Ablin... Tabibou, parce que Tabibou, il joue piston, ailier, il peut remonter d'un cran. Bon, allez, bon courage, les amis. Bon courage à vous, amis supporters des Canaries. Désolé pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais, on est ensemble dans la souffrance. Sauf David, je crois. David, qui va t'offrir des vacances. Oui, là, je m'en vais très loin de tout ça. Sur les traces de ce quel marasme. joueur ? Tu vas sur les traces de quel joueur, David ? De Mohamed. Ah, donc tu vas revenir avec un petit bronzage. Ah, c'est possible. Il va en club, de toute façon, il va pas voir les pyramides, David. Il va voir la piscine, la pina colada, et c'est tout. Il fera peut-être une petite excursion. En tous les cas, on te le souhaite. Bon, on le souhaite aussi à au maître des lieux, Simon Rongoat, que vous retrouverez mardi prochain. Bonne semaine, les amis. Merci, Tom. Salut, Tom. Salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.